sur ma chaîne Mali, chuchote-moi une histoire, une nouvelle de Sylvina Ocampo. L'inauguration du monument. Très belle écoute à tous. Ce devait être au mois d'octobre, car le soleil, les mouches et les étoiles fédérales tapissaient le piédestal de marche grise, près de la pelouse où naît l'ombre bénéfique de la place. Le monument était bandé comme un blessé ou comme un autel durant la semaine sainte. Un orphéon restreint réglait les mouvements lents du public. La musique comportait des sons âpres et oxydés. Des grains de sable s'infiltraient fréquemment entre les notes. C'était une musique rêche. Elle fut interrompue avant que ne commencent les discours, et les dames d'œuvre s'éventèrent cérémonieusement avec leurs éventails de papier noir tenus par des rubans de crêpe. Les mouchoirs des dames voltaient de leurs yeux à leur poitrine et de leur poitrine à leurs yeux, tels de petits drapeaux. Puis on écarta les linges et le général Drangulsus apparut en marbre du Panthélique, assis à son bureau, se tenant le front d'une main tandis que l'autre dessinait dans l'air un geste vague. Pourquoi n'a-t-on pas fait d'une statue équestre? C'était plus indiqué pour un général, commentait le public. Il est admirablement représenté. Pourquoi ne pas utiliser ces mastodontes pour y installer des pissotières? Cette énorme pierre, par exemple, contre laquelle s'appuie la statue, à quoi sert-elle? Elle vous prive d'air et elle vous bouche la vue. C'est tout, disait un homme qui cherchait manifestement une Vespasienne. L'homme qui l'accompagnait lui répondit en faisant de grands gestes. Avec cette statue, il va arriver ce qui est arrivé avec la statue de Métis à Argos. Vous vous souvenez, la statue de Métis tua l'homme qui l'avait assassiné. Et dans ce cas, qui est l'assassin? Demanda l'autre, en regardant les arbres d'un air mélancolique. Votre manque de perspicacité m'étonne, lui fut-il répondu. Et celui qui parlait ainsi fit une remarque désobligeante à propos du sculpteur. Ici, on va mettre une fontaine, dit pour la 100e fois le gardien en montrant une cavité dans les pierres. Le général Drangulsus avait peur des chevaux. Il dirigeait de son bureau les batailles. Il laissait mourir ses soldats et restait confortablement assis dans son fauteuil de cuir. Ce bureau donnait sur une terrasse circulaire d'où l'on dominait la ville. Au cours de sa première campagne dans les montagnes, quand il dut aller à cheval comme un simple soldat, il ne tarda pas à être mort de peur, ne put s'empêcher de dire Domingo à l'Opex. Il était assis sur le banc de la place. Personne ne l'entendit. Lui-même ne prêtait pas grande attention à ses paroles. Il semblait les réciter par cœur. Une petite fille de 5 ans jouait un peu plus loin. Il se souvenait de cette dernière bataille et du général Drangulsus avec ses moustaches noires. Il se souvenait de sa montre en or et de ses mains carrées, aux paumes tailladées et rouges. Le général Drangulsus avait un télescope et plusieurs paires de jumelles qu'il distribuait autour de lui comme un apéritif à ses officiers d'état-major. Il anticipait les batailles à grands traits rouges sur les plans innombrables de la ville. Il voyait se déployer des bandes d'aéroplanes, des régiments d'infanterie, d'artillerie et de cavalerie. Vu de sa terrasse, les soldats
dossier de son banc. Le soir tombait et les gens s'en allaient de la place. La petite fille de 5 ans s'approcha de lui en courant et s'écria soudain, extasiée en battant des mains. Regarde, regarde comme c'est joli. Sa joie grandissait. Regarde. Ces exclamations étaient accompagnées de bonds. Cette toute petite fille qui délirait de bonheur était sa fille. Elle lui tapait sur l'épaule, elle tirait sur sa veste. Domingo Alopex ne voyait rien d'extraordinaire, mais au bout d'un moment, il leva les yeux et vit la lune. Sa fille venait de la découvrir. Ce n'était pas une lune énorme, elle était plutôt modeste et pâle. L'enfant cessa de s'émerveiller et reprit ses jeux. Domingo Alopex se rappela un autre émerveillement et une autre enfance. Dans son souvenir surgit, brillante et propre, la boulangerie des parents de José Drangulsus, le croissant. Drangulsus, qu'on appelait alors Drangolino, et lui était du même village, un village de la campagne avec de larges rues vides. Un jour, Domingo Alopex attendait seul devant le comptoir de la boulangerie. Il se rappela ce jour avec précision. Sa mère l'avait envoyé acheter une livre de pain. Il avait 5 ans et un tablier blanc avec de grandes poches. La boulangerie était déserte. Domingo humait l'odeur du pain chaud en remuant doucement les lèvres. Imitant sa mère, il frappa dans ses mains et dit « Ave Maria ». Il croyait que la femme du boulanger s'appelait Ave Maria, et il lui trouvait d'ailleurs une certaine ressemblance avec les volailles de sa maison. Personne ne répondit. Il regardait les corbeilles de pain, les barres de chocolat et les croissants empilés sur les étagères comme sur un autel, et un peu plus loin, dans un coin, les précieuses brioches recouvertes d'une mousseline blanche. Soudain, il se rendit compte qu'il y avait quelqu'un dans la pièce. Un garçon de son âge sortit en souriant de derrière le comptoir. Il portait un petit chapeau de paille et il tenait un fouet à la main. Le petit Domingo crut reconnaître ce visage. Il ne savait pas où vivait ce garçon, mais il l'avait vu très souvent dans la rue, rôdaillant toujours autour de la boulangerie. Lui aussi devait aimer le pain et les croissants. Inconsciemment, Domingo se mit à toucher les croissants, à les tripoter et à en manger les pointes, mais il ne l'intéressait plus vraiment. Il voulait simplement éblouir ce compagnon inconnu. Domingo mit les croissants dans sa poche. Il remplit ses 2 poches de barres de chocolat. Il souleva le voile de mousseline et prit de brioche. Le petit inconnu acquiesçait d'un hochement de tête. Il s'était établi entre eux un dialogue muet et insolite qui s'intensifiait dans le bourdonnement des mouches et l'odeur du pain. Domingo s'enhardit à ce jeu et ses poches furent bientôt pleines à craquer. L'inconnu disparut par une porte entr'ouverte qui livra passage à une grosse femme naviguant dans les plis de ses vêtements et tenant un petit plumeau à la main. Majestueuse, elle s'approcha du comptoir et lui vendit 2 pains d'une demi-livre en passant plusieurs fois son plumeau dessus avant de les envelopper. Domingo sentit alors la gravité des circonstances. La présence de l'Ave Maria le perturbait. Ses poches lui faisaient mal, comme fait mal un ventre gonflé. Il y avait quelque chose de magique dans le mouvement de ce plumeau, quelque chose de religieux dans la façon dont les 2 mains blanches de l'Ave Maria enveloppaient les pains. Domingo tendit les bras pour saisir le paquet, mais il recula en voyant un grand
sur le seuil de la porte. C'était sans doute le patron de la boulangerie, et près de lui apparut de nouveau le garçon petit chapeau de paille. L'homme s'approcha de Domingo et le regarda avec attention, puis, s'adressant au garçon, il lui demanda d'une grosse voix: « C'est lui, ça m'étonne, ajouta-t-il. Un fils de Louis Salopex qui vole. » Le garçon au chapeau de paille le montra du doigt en disant: « C'est lui, papa, c'est lui. » Et il secoua les poches de Domingo pour les vider de leur contenu. Le patron de la boulangerie toussa très fort et regarda sa femme en disant: « Il va falloir mettre tout ça sur le compte de Madame Alopex. » On inspecta ses poches une par une. Celle de son tablier blanc, celle de la petite veste grise qu'il portait dessous et celle de son pantalon. On fit un compte minutieux: 20 barres de chocolat, 1 peso, 2 croissants, 0,05 peso, de brioche, 0,10 peso. Quelle poche! Ne cessait de répéter la femme du boulanger. Quelle poche de prestidigitateur! Il est précoce, ce petit. Il ne faudra pas le laisser jouer avec notre Rosésito. Domingo Alopex sortit en courant de la boulangerie. Il courut 300 mètres, il courut 500 mètres, et il entra dans la gare du village. Il se cacha dans la salle d'attente et là, au milieu des vieux papiers et des crachats, il mangea la dernière barre de chocolat, celle qui était restée dans son bonnet. Elle était toute chaude, à moitié fondue, et elle avait un goût de terre. À partir de ce jour, il ne retourna jamais plus à la boulangerie le croissant. Il avait maintenant 10 ans. Rosé Drangulsus avait commencé à livrer le pain. 2 fois par semaine, la voiture peinte en rouge et attelée à un cheval gris portant des sonnailles passait devant la maison de Domingo Alopex, et Rosé, tapis derrière la toile de la charrette, criait: « Voleur, voleur !» en modulant sa voix comme dans une chanson. La chanson comportait quelques variantes: voleur de croissants, voleur de chocolat. Domingo, tous les matins, attendait ce supplice. Il savait que s'il cherchait à y échapper, si par distraction il s'éloignait de la porte, la voix grandirait jusqu'à l'atteindre derrière la maison, au cabinet, dans le terrain vague, chez sa tante 10 maisons plus loin, partout où il se trouverait, à quelque distance que ce soit. Domingo apparut un matin, auréolé d'espérance. Sur le terrain voisin, un avis de vente aux enchères s'était décroché et s'agitait dans le vent comme un grand oiseau rouge. Il put l'arracher sans difficulté, puis collé au mur, il attendit en tenant le chiffon plié dans ses bras. La charrette ardait plus que de coutume. Le chiffon était déjà trempé de sueur sur ses bords, là où les mains de Domingo s'étaient crispées. Ses ongles lui entraient dans les paumes. Quand la charrette approcha, avant même de la voir, il entendit le chant monotone: « Voleur de chocolat, voleur de croissants !» Domingo se jeta en avant, agitant le chiffon rouge devant la tête du cheval. La charrette partit en volant à travers le village, tourna autour du pâté de maison et finit par verser dans un fossé. Les pains et le garçon tombèrent dans la boue. Des gens se montrèrent sur le pas de leur porte, riant de voir le fils du boulanger transformé en négrillon et entouré de pain noir, mais ils virent en s'approchant qu'il saignait du nez. Le fils du boulanger pleurait. Il avait le nez cassé et la jambe gauche contusionnée. À partir de ce jour-là, il ne passa plus avec la charrette. Son père ne lui permettait plus, probablement, de livrer le pain, le jugeant inapte à conduire
s'enferma. Ses propriétaires étaient allés vivre ailleurs. Bien des années après, Domingo Alopex, qui s'était installé en ville, pensait encore au livreur de pain quand il mangeait des croissants avec sa fiancée dans une boulangerie. Le souvenir de son petit village de campagne n'éveillait pas en lui de nostalgie. Il avait trouvé un emploi dans les douanes. Il vivait heureux dans des rues obscures. Sa fiancée correspondait exactement à l'objet de ses rêves. Elle était robuste, elle avait des joues roses et des seins rebondis comme des coussins. Une fois marié, il vivrait chez ses beaux-parents dans 2 petites pièces, avec cuisine et salle à manger, au fond de la maison. Le mariage devait avoir lieu dans un mois. Il fallait tapisser l'appartement. La mode était alors aux papiers peints à grandes fleurs rouges et violettes. La famille de sa fiancée fit venir un tapissier qui mit une semaine à tapisser les pièces. Sa fiancée, qui voulait lui faire une surprise, lui interdisait l'accès à cette partie de la maison. Elle voulait qu'il voie l'appartement terminé avec le superbe papier qu'elle avait choisi elle-même. À la fin de cette semaine mémorable, Domingo, sans demander la permission, profita de ce que la famille était sortie se promener pour pénétrer dans les pièces du fond. Lui aussi préparait une surprise, un meuble pour la salle à manger, un vaisselier en cèdre poli, avec des incrustations en imitation d'ébène. Pendant toute une semaine, Domingo Alopex avait couru comme un fou les magasins de meubles, désirant tous les lits pour sa nuit de noces, toutes les armoires pour les vêtements de sa femme, tous les fauteuils pour recevoir des visites, tous les vaisseliers pour leur salle à manger. Les meubles de la chambre à coucher étaient le cadeau exclusif des oncles de la mariée. Seuls manquaient les meubles de la salle à manger. Il fallait prendre les mesures de la pièce pour savoir de quelle taille il devait être. Il chercha un mètre dans la boîte à couture de sa fiancée. Il traversa le patio sur la pointe des pieds et ouvrit doucement la porte. Il vit d'abord les gros dahlias du papier peint. Ils étaient sans doute d'une étonnante fraîcheur. Puis un énorme pinceau par terre et les barreaux dorés du lit. Il vit les choses avec la précision qu'elles sont dans les grandes catastrophes. Il vit un bas jeté en boule. Il vit un homme et une femme enlacés. Il resta cloué sur place. Comme dans les rêves, il voulut courir et ne put pas. L'homme se leva. C'était le tapissier. Ce ne pouvait être que le tapissier. Pourtant, il n'avait aucun signe distinctif, ni bonnet de papier, ni rhume. Mais une grande intimité s'était établie entre lui et les fleurs atroces qui l'entouraient. Il était le possesseur de ce jardin exubérant. Il se leva lentement et quand il fut debout, Domingo vit croître dans cet homme une image connue. Le froncement des sourcils, la bouche sans lèvres, le nez légèrement écrasé dans un visage monstrueux d'enfant. Tous ces traits se mirent à grandir pour composer un visage d'adulte. Il le regarda fixement. Trangulsus ne pouvait être plus identique à lui-même. Mais sa fiancée était méconnaissable. Il ne l'avait jamais vue décoiffée, le corsage déboutonné et les bas faisant des plis. Son visage entouré de mèches folles comme de pétales trop ouverts semblait être l'infernal prolongement des dahlias. Domingo ne bougea pas. Une énorme honte s'empara de lui
Le lendemain, le nom de Domingo Alopex paraissait dans les journaux. La police lui attribua un accès de folie. Longtemps après, Domingo Alopex se demanda s'il n'avait pas rêvé la scène. Il avait voulu retourner chez sa fiancée. Il se l'imaginait assise patiemment dans son patio, les cheveux bien coiffés, le corsage soigneusement boutonné sur la poitrine. Mais les dahlias rouges aux têtes échevelées venaient s'interposer et créaient en lui un malaise. Il ne l'avait pas revu. Son souvenir était devenu de plus en plus net. Il ne savait plus où commençaient les inventions ajoutées par le temps. Des masses de fleurs comme celle-ci, pensa Domingo Alopex en s'éloignant du monument par les allées solitaires et assombries de la nouvelle roseraie. Il ne voyait pas encore la différence qu'il y a entre un dahlia et une rose. Sur des arceaux de bois peints en vert véronèse grimpaient des rosiers qui avaient l'air artificiel. Les roses de couleur rouge ou violine fleurissaient avec une abondance égale à celle des dahlias du papier peint. Il y avait deux régions, deux climats sur cette place. Au centre, toutes les couleurs agglomérées autour du monument. Sur les bords, une zone inexplorée, avec de vastes espaces couverts d'ordures. Domingo Alopex se souvint de la guerre, des ordures que laissait l'armée dans les lieux où elle campait. Il y avait à peine 10 mois qu'il était marié avec un professeur de piano quand il avait dû la quitter pour s'enrôler. La guerre éclatait. Tranculcius n'avait cessé de monter en grade infatigablement. Sa photographie apparaissait dans tous les journaux. Comment était-il parvenu à devenir général? Domingo Alopex n'arrivait pas à comprendre ce qui s'était passé et il comprit encore moins comment il était tombé sous son commandement au 16e régiment de cavalerie. Il le revit alors de près, couvert de galons, de médailles et de décorations attachés à des rubans de couleur turquoise. Il avait gagné de nombreuses batailles. Il était l'idole du peuple. Aussi peureux que toujours, il croyait avec ferveur à sa vocation de statue. Un jour vint où le général Tranculcius dut parcourir avec son régiment pour arriver à la zone de combat, un chemin qui côtoyait des précipices. Il leur fallait aller à cheval, en montant et en descendant par les sentiers très étroits des montagnes. Il n'y avait que deux chemins, un très long, faisant d'innombrables lacets autour des montagnes et qu'avait suivi une semaine auparavant le régiment d'artillerie, et un autre plus court qu'avait pris Tranculcius avec son armée. Il n'y avait aucun terrain d'atterrissage pour les avions. On commençait alors à manquer de chevaux. Une peste équine sévissait et beaucoup de ces chevaux mouraient, pris d'une mystérieuse mélancolie. Le général Tranculcius possédait deux chevaux particulièrement doux et robustes qui semblaient échapper à la maladie. Domingo Alopex décida soudain la perte des chevaux du général Tranculcius. Il voulait voir de nouveau les yeux désorbités de peur dans le visage de cet homme. Les circonstances allaient l'aider. Domingo Alopex était affecté aux écuries. Il soignait les chevaux malades, les baignait quand c'était possible et leur donnait à manger. Cependant, l'entreprise, au début, lui sembla difficile. Les sentinelles, en le voyant s'éloigner d'avec les deux chevaux, pouvaient le soupçonner. Il n'y avait pas moyen de perdre ou de tuer ces bêtes directement, mais Domingo Alopex trouva le moyen le plus facile pour les rendre malades. Leur donner de trop fortes rations de maïs. Les chevaux étaient habitués à de petites rations de maïs mélangées
ruisseau d'un fleuve. C'était une nuit avec des ciels changeants de toutes dimensions. À l'Opex, étendu dans l'herbe, il ne prenait pas part aux conversations des soldats assis en rond autour des braises où criait la viande. Les arbres surgissaient de l'ombre tels de gigantesques dahlias aux chevelures de feu, et le visage de sa fiancée était au cœur de chacun d'eux. Des millions de visages se dessinaient nettement dans le feuillage ascendant de ses chevelures. Oh, bien plus nettement qu'il n'avait vu sa fiancée quand il était avec elle. Le lendemain matin, il fallut trouver d'autres chevaux pour le général Trangulsus. On en avait fait venir de l'est, du nord, du sud-ouest, mais la plupart étaient morts en chemin. Il ne restait que des poulains impossibles à monter. Il aurait fallu au moins un mois pour le dresser. Alopex offrit son cheval noir en disant qu'il était très doux. Il était vraiment très doux. Seulement, il avait un défaut à son œil. Alopex avait un secret. Pour pouvoir monter ce cheval sans risque, il fallait lui bander cet œil. Quand ses compagnons lui demandaient pourquoi son cheval avait un œil bandé, Domingo Alopex répondait invariablement qu'il avait une blessure qui attirait les mouches vertes. Il craignait que les vers ne s'y installent. Parfois, pour faire prétendument tomber les vers, il accrochait au cou du cheval un crâne de chien. Il était le seul à connaître le précieux secret renfermé dans l'œil de l'animal. Quand on lui découvrait cet œil, les précipices le rendaient fou. Dès qu'il en voyait un, une rage sourde s'emparait de lui. Il semblait vouloir s'attaquer aux montagnes. Dressé sur ses postérieurs, il frappait les roches, la bouche entr'ouverte sur des flots d'écume. Il haletait, la crinière au vent, et des veines saillantes lui sillonnaient le ventre. Tous les préparatifs étant faits, le général apparut, montant le cheval noir. L'œil de la bête n'était pas bandé. Les troupes commencèrent à passer dans un défilé. Le cheval noir marcha un bon moment sans encombre jusqu'à ce que le sentier, à flanc de montagne, fût devenu très étroit. Quand il vit le précipice, il s'arrêta, l'œil démesurément ouvert, le regard fixe, la tête basse. Puis il la détourna et se remit ensuite à regarder le même point, l'œil injecté de sang. Il ne tarda pas à se dresser sur ses postérieurs. Il voulut grimper sur les roches latérales. Il refit plusieurs fois les mêmes mouvements et le général, les yeux exorbités, eut peur et honte, puis peur, rien que peur. Tenez les rênes, ne le frappez pas, criait la voix d'un lieutenant. Puis plusieurs voix crièrent en chœur. Ne serrez pas, ne serrez pas. Le cheval faisait bouger ses oreilles et ses décisions dépendaient d'elle. Puis, en un instant qui parut bref à Domingo Alopex et éternel au général Trangulsus, monture et cavalier roulèrent l'un sur l'autre et allèrent s'écraser au fond de l'abîme. Mais voilà que maintenant, 2 ans après, la guerre terminée et gagnée, Alopex se trouvait de nouveau confronté à Trangulsus. Il habitait près de cette place. Depuis 2 mois, chaque fois qu'il allait à son bureau, qu'il en revenait, il passait devant la place où se dressait le monument sous ses bandages. Il ne s'arrêtait jamais sous les arbres. Il était toujours pressé, mais aujourd'hui il avait dû promener sa fille. Sa femme était souffrante. À la moindre migraine, elle s'étendait comme une morte sur son lit. Cette femme n'était pas opulente et magique comme sa première fiancée. Maigre et ridée, c'était une ombre de femme et déjà ses cheveux blanchissaient aux tempes.
se rajeunir que cette petite fille de 5 ans. Domingo Alopex leva les yeux et s'assit de nouveau sur le banc. Un bruit étrange semblait vibrer à l'intérieur du monument. On aurait dit le bourdonnement têtu d'une ruche en été. Sa fille s'éloignait de lui en courant. Sa femme lui avait dit « Ne la laisse pas jouer loin de toi, elle mange les petits cailloux et elle est capable de courir jusqu'à la rue où passent les voitures. » Elle lui avait encore crié du seuil de la porte en leur disant au revoir. « Attention, petits cailloux et en voiture !» Sa fille se baissa et ramassa une poignée de cailloux qu'elle garda au creux de sa main. Elle en choisit un soigneusement et le mit dans sa bouche. Domingo la voyait agir de loin comme à travers une vitre. Elle mangea un caillou, puis un autre, puis un troisième. Elle ne les recrachait pas. Il voyait l'effort qu'elle faisait pour les avaler. Alopex se leva de son banc et appela sa fille qui courait en direction de la rue. Elle se retourna soudain et battit des mains en s'écriant « Regarde, regarde comme c'est joli !» Alopex connaissait la cause de sa joie. Il leva la tête et regarda la lune, mais l'index de sa fille était pointé plus bas. Il désignait l'horrible statue du général Tranculcius. Alopex